Lionel Gaillardin, bonjour. Bonjour, bonjour. Lionel, tu as été pendant plus de 8 ans, toute la durée de la carrière du groupe Il était une fois, le guitariste du groupe. J'aimerais que tu nous racontes comment s'est faite l'éclosion d'Il était une fois, comment tu es arrivé au sein de ce groupe, la naissance en fait d'Il était une fois. Ouais, je peux te l'expliquer très bien parce que ça commence à l'école maternelle où j'ai connu Serge. Mais c'est vrai, c'est pas un gag en plus. J'avais 5 ans. Et on a toujours habité Colombes, Riton aussi. Et bon, par la suite, pendant l'adolescence et tout, eux ils ont fait de la musique ensemble. Moi j'ai fait de la musique avec un autre groupe. Enfin bref, tout le merdier qui fait qu'on commence dans le métier à l'époque des groupes. Et puis on s'est vus quand même tous ces temps-ci. Et puis un jour, bon ça allait pas trop bien dans ma vie, je savais pas trop bien où j'en étais. Et je suis allé les voir un soir. Il habitait avec Joël, Serge. Et bon, on s'était pas vu depuis longtemps. Et on a joué de la gratte et tout ça. On s'est pas couché, tu vois. Et je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain et tout, puis pendant 3 mois. Et puis c'est devenu une habitude. Et au bout de 3 mois, Serge m'a dit si on refaisait un groupe ensemble. Et moi j'ai dit non, j'en ai marre des groupes et tout. Je faisais autre chose à l'époque, tu vois. Je voulais plus du tout y penser. Puis bon, j'ai eu envie de le faire. Et on était donc 3, il y avait Serge, Joël et moi. Et on a appelé Riton qui travaillait comme disquaire dans une discothèque à l'Aigle, je crois, en Normandie. Il faut dire que ces gens-là avaient déjà fonctionné ensemble, ils avaient déjà même fait Paul Naref ensemble et tout, ils avaient fait les Jelly Roll, il y avait déjà une discographie et tout, tu vois, c'était déjà vachement important. Et moi j'avais travaillé déjà à cette époque-là avec Nino Ferrer. Bon, et bref, on a commencé comme ça, on était 4, on est allé au golf, on expliquait à tous les potes de Paris qu'on montait un groupe, et on cherchait un bassiste, et on a trouvé le nom de Bruno Walter, qui cherchait un groupe, voilà, et puis on a démarré. Et on a répété, et ça a été très vite parce qu'on a joué, je me souviens plus, c'était en 71, je t'ai dit, j'ai une mauvaise mémoire des dates, 72, 71. On a commencé à faire de la musique et on a fait le premier concert le jour du 1er de l'an, enfin la veille. Et l'année d'après, c'était dans un truc merdique, je me souviens plus où, dans le Nord, enfin bon, mais c'était très drôle. Et un an après, on était en première à l'Olympia, première partie d'Adamo. En un an, tu vois, c'était très très vite, ouais. Comment est venu le nom d'Il était une fois? Qui c'est qui a choisi ce nom? Ben, un jour on s'est vus et puis on voulait pas qu'on puisse nous appeler les machins, les trucs, les coyotes, les feux de plancher et tout, tu vois. Alors déjà, on a commencé à chercher du côté des noms propres ou des sentences ou des choses comme ça. Puis moi j'avais trouvé, je m'en souviens plus, Marabouta, un truc comme ça. J'avais trouvé Bateau Ivre, enfin des noms comme ça. Et Serge a dit il était une fois dans l'Ouest. Il faut le dire parce qu'on a toujours dit que c'était pas vrai, mais nous on n'a jamais fait le rapprochement, mais avec le recul je m'aperçois que c'était dans l'air. Et voilà, on a trouvé ça. On a tous dit ouais super, allez hop. Est-ce que le démarrage de la carrière du groupe n'a pas été difficile au sein de l'ensemble, je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de modifications. En 2 ans, il y a eu pas mal de têtes qui ont bougé. Ouais, effectivement, mais je crois que ceux qui y sont partis devaient partir. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés entre nous, entre ceux qui avaient envie de... Enfin, c'est rien de péjoratif pour les autres, parce que j'ai des très très bons souvenirs, moi, de ceux qui sont partis. On n'a jamais été vraiment fâchés, ou même si on l'a été, on ne l'était plus après. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est la musique, hein. Enfin, dans toute association, je crois que dans les premiers temps, il y a une espèce de purge naturelle qui se fait. C'est pas du tout, encore une fois, je le répète, c'est pas péjoratif, mais ça s'est passé comme ça. Dès les filles du mercredi, c'est-à-dire le deuxième 45 tours, vous avez été 5, c'est-à-dire le même en nombre avec la même composition qu'à partir de 1977. Et entre-temps, il y a Dan qui est venu se greffer à ce groupe de 5. Comment s'est faite la rencontre avec Dan et est-ce que vous aviez à cette époque besoin d'un bassiste? Alors, la rencontre avec Dan, je te dis, je suis très nul en chronologie, j'ai une très très mauvaise mémoire des événements. Mais je crois qu'il y avait déjà Loulou à l'époque, hein. Et Dan avait joué à l'Alpe d'Huez dans des boîtes à l'époque où ils avaient des groupes avec Vigon, je crois, Vigon et les Lemons, qui était un black qui chantait, un Marocain qui chantait à l'époque, très très bien du rhythm and blues. Et Dan et Jean-Louis avaient joué ensemble.
Donc quand on a cherché un mec, Jean-Louis a dit bah, prenons Dan. Nous on le connaissait vaguement. C'était super quoi. On s'est bien marré avec lui. Justement, Serge m'a dit, moi je le connaissais pas, ils me l'ont amené, venant de sa bouche, ça avait quelque chose d'un petit peu péjoratif. Il m'a dit que c'était un marginal, quelqu'un qui aimait la solitude. Non, je crois pas que Dan aime la solitude, c'est une erreur. C'est un ours. Mais c'est un ours, c'est-à-dire quand tu le connais pas, il est vachement déplaisant. Mais par contre, il est jamais tout seul chez lui le soir. Enfin, alors, je parle pas de sa femme, mais il a toujours un pote ou deux à dîner. C'est donc qu'il aime pas être seul. Et, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques heures entre lui et Serge, disant qu'ils avaient des caractères qui étaient assez peu compatibles, si j'ose dire. Je suis assez loin de la vérité en plus. Donc ça a frotté un petit peu, mais enfin ceci dit, ça a baigné aussi complètement. Je veux dire, ça s'est vachement bien passé parce que Dan, il a toujours fait mourir de rire Serge, tu vois, et inversement. Donc on s'est quand même bien éclaté, quoi. Comment vous avez vécu l'ascension rapide du groupe? C'est-à-dire que très rapidement vous êtes retrouvé en tête des hit parades. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous au niveau de votre vie de tous les jours, au niveau de l'entente du groupe aussi? Au niveau de la vie de tous les jours, c'était très simple. On travaille toujours, on se voyait tous les jours, quoi qu'il arrive. Et on faisait entre 200 et 250 concerts par an. Enfin, concerts, un gig, gala, machin, appelle ça comme tu veux. Ça fait déjà beaucoup de temps, tu vois. Et pendant les 3 mois qui restaient, on l'occupait à enregistrer soit un album, soit faire des télés, soit à voir les gens de la presse et tout, à faire notre promotion et tout. Je veux dire, on n'a pas débandé, pardonne-moi le titre, mais on a vraiment travaillé comme des dingues. Donc on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, c'était formidable parce que c'était nouveau. Et puis en fait, c'est quand même ce qu'on voulait au départ quand on a fait ce groupe. On rêvait que ça se passe bien, donc si tu es honnête, le jour où ça se passe bien, tu vas pas dire que c'est une galère. Moi j'ai vraiment des gens qui crachent dans la soupe, ça a été super. Est-ce que le fait que Joël était la seule fille du groupe ne posait pas un problème? Un problème, oui, c'était sûrement un problème. D'abord parce que c'est une femme au milieu de 4 ou 5 mecs et que, je veux dire, pour des problèmes de décence ou de pudeur, des choses comme ça. Bon, il se trouve que de ce côté-là, Joël est vraiment danoise, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'était plutôt des problèmes pratiques comme ça. Puis des fois, elle en avait marre d'être avec 4 mecs qui racontent des grosses conneries. Elle trouvait ça un peu lourd. C'était très lourd d'ailleurs. Elle craquait un petit peu, mais c'était rare. Hein. Dans l'ensemble, ça se passait vachement bien parce que Joël a toujours été un peu masculine. Enfin, pas masculine, mais c'était vraiment comme un frère, tu vois. Est-ce que les musiciens, vous 4, vous n'étiez pas un petit peu, je dirais pas jaloux, mais frustrés de voir Joël toujours en avant dans le groupe? Non, alors, enfin, moi, en ce qui me concerne, pas vraiment, parce que j'ai jamais eu de problème d'ego à ce niveau-là. Je suis pas un mec qui suis ambitieux, ni qui ait le sens de la réussite. Ça s'est toujours à peu près bien passé maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de chance, et puis parce que j'aime ce que je fais, et puis bon, je connais les gens qu'il faut et tout, je veux dire. Enfin, les gens qu'il faut dans le bon sens, on fait de la musique ensemble, quoi. Mais moi, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Alors, je te jure, au contraire, ça m'arrangeait parce que quand on sortait d'un concert vachement important avec de la presse, par exemple à Lyon ou à Bordeaux, moi, j'étais ravi de voir tous les journalistes se jeter comme des chats sur la pâtée, sur Zoé, Zoé, c'est ma fille, pardon, lapsus, sur Joël. Et nous, on était peinards et on pouvait aller au restaurant et manger avec une demi-heure d'avance. Moi, je trouvais ça vachement bien. Serge Collen était le chef du groupe. Est-ce que c'est une image vraie? Chef? Oui, il était chef, on peut dire. On peut dire qu'il était chef parce que c'est lui qui avait la gueule la plus importante, l'agressivité. Je le dis comme je le pense. Donc, ce genre de mec s'affirme un jour ou l'autre parce qu'un autre a pas envie de parler, tu vois. Lui, il parle tout le temps, donc moi aussi, remarque. Mais il était le chef parce que c'est vrai qu'il a fait la majeure partie du travail de communication entre le métier et le groupe, tu vois. C'est au niveau de signature des contrats, des machins comme ça, de négocier des choses vraiment importantes. Bon, on le faisait tous ensemble à un moment, mais il était toujours promoteur de la chose, tu vois. Voilà. Moi, j'étais surtout celui qui
je crois, cimentait les gens parce que j'avais toujours une connerie à dire ou un petit mot pour un qui a un rhume ou un truc comme ça, tu vois. Je foutais un petit peu la merde sans arrêt. C'était toujours allez yo-yo, vas-y, raconte-nous-en une bien bonne, tac, qui est rigolo. C'était un peu ça, tu vois. Chacun c'est. Parce que, je veux dire, moi, le trip de chef, ça me branchait pas vraiment, tu vois. J'ai jamais senti le besoin de m'affirmer de cette façon-là. Justement, dans une interview accordée à Salut en 1979, Joël avait déclaré en brossant ton portrait et celui de Serge, elle avait dit en parlant de Serge, c'est le plus mauvais caractère du groupe, mais ça nous a servi dans certaines occasions. Et en brossant le tien, elle avait dit, c'est le foufou du groupe, il nous fait des imitations tout à fait irrésistibles. C'est donc un portrait qui semble concorder avec ce que tu me dis. Ouais, c'est vrai, ouais. On m'en a piqué plein d'ailleurs. Des potes à moi, Sébastien, des gens comme ça. Ils m'ont gaulé quelques trucs quand même. Mais bon, c'est bien. Je suis ravi, je suis vachement fier. J'aimerais maintenant que tu nous parles de certaines anecdotes que tu as en mémoire concernant le groupe, des histoires amusantes. Je suppose que tout au long de ces 8 années, il y a dû y en avoir pas mal. Oh, il y en a eu des tonnes. Excuse-moi, je suis en train de manger un sandwich. Ça doit sonner bizarre. Mais même à 40 ans, j'ai encore toutes mes dents. Faut pas te faire de soucis. On a fait une très très longue tournée en 78, je crois. Ouais, il me semble que c'était ça, avec le Podium Européen. Ça a duré 4 mois. C'est vraiment un truc absolument infernal où tu touches le fond de l'enfer, tu vois, parce que les 2 premiers mois c'est génial, le mois d'après c'est sympa, le 3e mois tu commences à compter, et le 4e c'est 11 pas plus, c'est l'enfer et tout, tu vois. En plus c'est une tournée qui avance à une allure d'escargot parce qu'on fait 30 bornes, 40 bornes tous les jours. Ce qui signifie que c'est vachement pratique parce qu'on reste 3-4 jours dans les mêmes hôtels, tu vois. Mais il y a une espèce de sentiment de répétition, de répétitivité, de lassitude qui vient de ras le cul, qui te conduit jusqu'au néant, tu vois, qui fait que tu craques. Et là, il s'en est passé beaucoup parce qu'on était vraiment à cran. Je te raconte pas le nombre de fois on était ensemble. On était ensemble dans un restaurant et après on avait 200 bornes à faire et la première voiture partait avec les clés de l'autre. Enfin, tu vois, fallait faire bon. Ça faisait une somme de kilomètres incroyable dans la journée. Une autre fois, on est parti je me souviens plus, l'un de Fécamp, l'autre de Dieppe pour aller dans une 3e ville sur le bord de la mer du Nord, tu vois. Enfin, non, tant pis. Et on était très très en retard, tu vois. Et, il fallait qu'on fasse la balance tous les jours à 5h ou 6h, je me souviens plus. Puis il était 5h moins le quart ou 6h moins le quart. Et on est arrivé comme des dingues, on ne trouvait pas le podium dans la ville. Et à un moment donné, il y a eu on s'est trouvé nez à nez avec une bagnole et on s'est encadré dans un carrefour, mais alors vraiment grave. Hein. Les 2 caisses concordent à l'avant, tu vois. Et une fois le choc passé, on s'est regardé. Et c'était les autres du groupe, tu vois ce que je veux dire. Et eux nous ont regardés, ils se sont dit putain c'est pas vrai. Et on était tellement verts qu'on est tellement morts de rire qu'on est monté sur le toit des bagnoles, on a dansé au milieu du carrefour. Et les gens nous ont vraiment pris pour des barjots dangereux ce jour-là. Enfin il y en a 1000 des conneries comme ça quoi. Mais les meilleures sont celles qui sont pas racontables à la radio, tu vois. Mais même en fait, si vous craquiez au bout de 4 mois de tournée, ça se terminait toujours par des éclats de rire. Ah ouais, la plupart du temps. Ah ouais, on n'aurait pas pu masquer trop longtemps quand même. Non. Mais on n'était pas là pour s'emmerder, tu vois. On était là pour se marrer quand même. D'ailleurs, je suis toujours là pour me marrer. Pourtant, en 1979, en septembre, ça a été l'éclatement du groupe. Joël avait déclaré à cette époque-là que votre enthousiasme du début avait en grande partie disparu et que vous aviez eu peur de vous ennuyer. C'est la raison pour laquelle vous vous seriez séparés. D'un autre côté, il paraît que c'est Richard qui aurait voulu partir et ce qui aurait provoqué l'éclatement du groupe. Alors, bon, entre toutes ces versions, quelle est la bonne, quoi? Alors la vérité c'est la suivante. Je peux pas, au moins pour le premier point, je peux parler au nom de tous mes camarades. C'est que on en avait vraiment plein le cul. Je sais pas comment le dire pour que ça reste noble, mais c'est l'expression qui. On avait marre, on avait trop bossé. On se séduisait plus les uns les autres, ce qui est absolument normal, parce que quand tu es sincère, il faut qu'il y ait un flux d'émotions, de sentiments qui passent, sinon t'es qu'un requin ou un computer, tu vois. Et bon, c'est tellement donné, c'est obligatoire qu'il y ait un ras-le-bol quand tu vis un rythme comme ça pendant des années. On en avait marre, puis en plus on étouffait un petit peu dans cette structure qui était Il était une fois où
On avait une image de marque assez, comment ils disent les mecs, ciblée, tu vois. Bon, Mais justement, vous avez cherché à évoluer avec l'album que vous avez fait en Amérique en 78. ouais, c'était un ratage absolument de toute beauté, mais enfin bon, on a passé des super vacances. C'est bien marré, c'est des souvenirs magnifiques, mais Ratage à quel niveau? Au niveau commercial? au niveau commercial, ouais, total, parce que les radios nous l'ont mis dans la tête en nous disant ouais, c'est vachement bien, mais c'est pas à vous de faire ça, continuez à faire de la variété et tout. Et nous, on craquait déjà parce qu'aucun mec, personne d'entre nous était vraiment un mec profondément attaché à la variété. Je veux dire, on était des mecs des années 70 qui aimaient les Beatles. C'est de la variété aussi, tu vois, mais bon, si tu veux, ça a été un peu sinueux ce chemin-là. Mais bon, quand on a commencé à nous jeter ce disque, qui était une manière à nous de dire bon, on fait ça aussi, hein, écoutez-le, aidez-nous, parce qu'on a envie que la musique bouge, on a une parole qui est écoutée en France, tu vois, si je puis dire, je veux dire, on pouvait prêcher, quoi, enfin, on était connus et tout, notre voix portait bien fort, on voulait montrer, ouvrir un peu les oreilles des gens, quoi, puis on nous l'a jeté en nous disant, continuez à faire, à vendre des disques et à être beau, et mignon, quoi, et nous, on en avait tous marre, moi j'avais envie de jouer de la guitare, j'avais envie de faire du rock, du blues, d'écrire des bouquins, n'importe quoi, faire autre chose, tu vois. Pourtant, ce disque Pomme avait bien marché. D'ailleurs, pour la première fois, il y avait différentes chansons d'album qui avaient été programmées en radio, ce qui n'avait pas été le cas avant. Il y avait Reconnaisse Croc qui avait été programmé assez souvent en radio. Il y avait pas que Pomme, je veux dire, à la différence du précédent, Tourne la page. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, il n'y avait pas le feeling habituel auprès des gens des radios, et tu connais leur importance. Peu importe la qualité de ce que tu fais, si on ne passe pas en radio aujourd'hui, tu ne vends pas de disque. Je dis pas que ce soit la finalité d'être riche, mais je veux dire, lorsque tu enregistres un disque, la finalité, c'est quand même d'en vendre, hein, que ça se passe bien, que tout le monde soit content, les gens qui ont payé pour ça et tout. La catastrophe, c'est qu'on n'en a pas vendu beaucoup. Vraiment pas beaucoup, j'ai oublié le chiffre, mais c'était par rapport à ce que ça avait coûté, c'était Rick et Rack. Non, le 45, c'est bien vendu, mais là... Nous, on avait envie de vendre des albums, tu vois, on a toujours été des vendeurs de 45 et pas des vendeurs d'albums. Et bon, chaque artiste a sa revendication, tu vois. Nous, on avait envie qu'on nous reconnaisse comme des vendeurs d'albums, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'il était une fois, c'était un groupe de variétés, mais c'est vrai aussi que c'est un groupe qui a toujours essayé de faire des choses belles. Et les voix, c'était chiadé, il y avait plein de références sympas. Et c'est dans les 30 qu'on montrait qu'on savait vraiment jouer et qu'on était des bons aussi, tu vois. Voilà, je le dis tout simplement. Après cet album, il y a eu 2,45 tours avant la séparation du groupe. Comment vous avez conçu ces deux disques, Mescalino et Les Clés des Cœurs, qui sont sortis après l'album? Vous les avez fait dans quelle optique? Toujours avec l'optique évolution ou revenir en arrière? Moi, j'ai écrit Mescalino, tu vois, donc je peux en parler de ce titre-là. Je l'avais fait moi tout seul chez moi. J'étais fan de Queen et il n'y avait qu'une espèce de batterie électronique merdique de l'époque sur la maquette, et puis une grosse guitare, tu vois, saturée, énorme, tu vois. C'était vachement lyrique et tout, les grattes. Vraiment dans l'esprit de Brian May, le guitariste de Queen. Et il y avait une milliard de voix qu'on avait fait avec Marie, ma gonzesse, qu'on avait fait chez nous à la campagne devant la cheminée, tu vois. C'était vraiment... Et moi, j'avais fait ça presque dans l'esprit de le faire moi-même après la fin du groupe, parce que je sentais qu'il y aurait une fin. Et je m'étais mis ça de côté, puis un jour, c'était vraiment mon côté rock. Et je l'ai fait écouter à Serge, et il a craqué, et ils ont... Très très vite, le lendemain, on a eu une réunion chez Pathé, avec le mec, notre directeur artistique et tout ça, tu vois. Et tout le monde a dit, bon, bah voilà le titre qu'on va faire. Et bon, moi je voulais absolument aller le faire à Londres avec certains musiciens, tu vois. On est parti 8 jours après en catastrophe. Il fallait qu'on fasse un disque très vite quand même. Et on n'était pas du tout sûr des titres qu'on avait choisis, alors que là on avait tous vraiment bien craqué pour celui-ci. Donc on est parti à Londres avec Laurent, Thierry Mig, tous les deux, chercher un arrangeur et tout. Ça c'est une marade parce que c'était une période où personne n'était là à Londres, tout le monde était en vacances. On est tombé sur des mecs insensés, tout ça, je pourrais t'en parler longtemps. Et puis, 15 jours après, on était en studio avec de super bons musiciens. On a fait Mescalino, voilà. Et puis après... Et ça a marché, Mescalino? Ouais, ça marchait très très bien, Mescalino. C'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment amorcer une transition et passer à autre chose avec Mescalino. C'était plus rock, c'était plus en dedans.
Et après le dernier disque, ils ont décidé de le faire avec un mec qui était extérieur au groupe, qui est un bon copain, et puis parce que bon, et moi j'ai craqué vraiment parce que j'étais plus du tout d'accord. Je sais pas si les autres te l'ont dit. Et j'ai pas participé aux séances de ce disque, j'y suis même pas allé. Ouais, j'y suis même pas allé, tu vois. Et j'ai même jamais écouté le mix, rien du tout. Et après, on avait fait une télé un jour avec ce nouveau titre, et quand on a répété la téloche, c'était un show des Carpentiers. Et quand je l'ai entendu dans les retours, quand c'était à nous, j'avais jamais entendu la chanson. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait le show, la guitare à l'envers, pour manifester mon mécontentement, tu vois, ma désolidarisation. J'étais pas du tout d'accord, parce que là, ça prenait vraiment un tour hyper variette et tout. Et là, j'ai dit halte à tout. Non, c'est plus... D'ailleurs, le public ne vous a pas suivi avec ce disque-là? Non, il n'a pas suivi, puis en plus ça coïncidait avec la fin du contrat. Et il était question qu'on signe, mais il fallait signer 7 ans. Et là, on se voyait vraiment les compagnons du chausson, tu vois, 40 ballets et tout. J'ai encore avec les filles du mercredi et tout, c'était pas possible. Il faut être honnête, je crois que personne ne voulait. Mais qu'est-ce qui a fait justement qu'après Mescalino, vous n'avez pas évolué dans le sens que Mescalino a amorcé? La mésentente totale ou le ras-le-bol complet? Non, c'était pas vraiment la mésentente au niveau artistique. Je crois d'abord que Richard et moi, on était crevés, on avait besoin d'un break et on avait de plus en plus de mal à composer parce que pendant ces 8-9 années, on a fait vraiment énormément de disques, tu vois. Il fallait sans arrêt écrire. On prenait pas de vacances ou très peu de vacances. Bon, on en avait ras-le-bol, quoi. Je veux dire, on était secs comme des coups de trique et puis... quand on se voyait régulièrement tous les mois, toutes les 3 semaines, pour écouter les titres que chacun avait fait chez eux. Et là, après Mescalino, on s'est rencontrés. Et puis, ce que j'avais fait, c'était vraiment pas formidable. Et ce qu'avait fait Riton, c'était pareil, tu vois. Donc, ils ont fait plutôt de sursoir, si tu veux, l'enregistrement de ce disque. Moi, je trouvais raisonnable de prendre au moins 3 mois de vacances, chacun sans se voir et tout, ce qui aurait été la solution, à mon avis. La maison de disque, tout le monde a absolument voulu qu'on le fasse, et là c'était n'importe quoi. Je veux dire, je crois qu'après n'importe qui recherchait un prétexte pour qu'on arrête. La maison de disques et vos différents collaborateurs ont insisté pour que vous optiez pour la solution vacances et retour après. Est-ce que vous avez eu des pressions pour continuer la carrière d'Il était une fois? Pas que je sache, non. Non, pas que je sache. Il y a dû y en avoir sûrement, mais enfin moi je veux dire, du dernier jour... La dernière fois qu'on s'est vu, c'était une téloche au jardin d'acclimatation avec Daniel Gilbert, l'ORTF et son âme, paix à ses cendres. Enfin, je crois qu'elle est encore toujours là, mais moi je l'adorais cette fille-là. Je l'adorais cette fille. Elle m'a toujours bien fait marrer, elle était adorable. Enfin bref. Et donc on a fait cette téloche, on s'est dit au revoir. Il faut que tu saches une chose, c'est qu'on n'a jamais véritablement enterré ce groupe, ni tué ce groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réunion formelle, officielle et tout, entre nous, avec à l'ordre du jour, la fin du groupe, tu vois. On n'a jamais eu à dire, à lever le pouce ou à baisser le pouce pour dire on continue, on avance. Ça s'est fait comme une mort sans absolument aucune douleur, et ça je connais pas beaucoup d'exemples où ça se passe comme ça. Bon, on s'était engueulé avant si tu veux, mais il n'y a jamais eu de choses irréversibles, ni d'attitude, ni de mots irréversibles, tu vois. Ça s'est arrêté, on savait qu'on voulait plus se voir. Après 1979, chacun est parti de son côté avec des voix différentes, alors explique-nous un petit peu comment s'est passé tout ça. Est-ce que toi tu avais une vision sur la carrière des autres, et personnellement qu'est-ce que tu as fait à ton niveau? Eh bien, c'est très simple. Je veux dire, en 78, avec mon épouse adorée, Marie, on a acheté une grande maison à la campagne, à Namur, donc. Et il y avait beaucoup de boulot à faire dans cette maison. C'était vraiment la ferme type de base, fromage de chèvre, artisanat local. Et on s'est barré là-bas. Et on a fait des travaux dans la maison. On a fait des travaux à l'intérieur parce qu'on a fait une petite fille qui s'appelle Zoé, qui est née le 9 juillet 80. On a vécu une année sabbatique, enfin pas sabbatique dans la mesure où moi j'ai bossé, je fais la maçonnerie du jardin
On a passé une année à taper ce bicoque, on a fait Zoé, bon... D'ailleurs, il y avait des photos dans la presse qui étaient parues en train de te raser de façon artisanale à l'extérieur, je me rappelle. Ouais, ce qui était complètement bidon parce que j'ai vraiment une gueule à sortir un tonneau le matin avec un baquet d'eau gelée pour me raser la couenne. Non, franchement, c'est pas du tout raisonnable, tu vois. C'était vraiment uniquement pour la photo, mais c'était très champêtre, hein, très joli. Et bon, à l'issue de cette année, j'avais écrit une dizaine de chansons quand même, mine de, tu vois. Et je suis allé voir Frédéric Lebovitz, qui était notre éditeur, gérant de l'édition, pour lui faire écouter les chansons, parce que j'avais envie de faire un 30 avec. Puis il m'a dit ouais, c'est super. Et puis bon, on a passé une après-midi dans son bureau à écouter des trucs. Et puis il m'a fait écouter, il m'a dit tiens voilà, je viens de signer un nouvel artiste, tu veux pas l'écouter et tout ça. Et c'était Bill Lerem. Moi j'ai instantanément flashé, craqué, tu vois, j'ai perdu 2 litres de sueur à ce moment-là. Et j'ai dit écoute, quand il veut ce mec-là, je vais jouer de la guitare avec lui parce que j'adore le blues et vraiment... il me dit oh bah ouais, pourquoi pas un jour. Et ça c'était un jeudi et le lendemain matin il m'a appelé pour me dire bah voilà, Bill vient de se fâcher avec ce musicien et il veut remonter un groupe et est-ce que tu veux t'en occuper. Et le lundi, donc 3 jours après en fait cette conversation, on a fait le premier concert avec Bill. J'ai fait 3 ans et demi avec Bill. On a fait 4 ou 5 albums, on a vécu une aventure fabuleuse vraiment. Et un jour, je te raconte en gros, hein, parce qu'entre temps je faisais des séances, des conneries, des trucs, bon, j'allais jouer pour l'un pour l'autre. Puis un soir on était en train de mixer un album de Bill, et puis Véronique Sanson m'a appelé à la maison, et puis il m'a dit petit Lionel, j'ai mon guitariste, elle avait un guitariste américain qui jouait avec Diana Ross, qui était avec elle depuis 7 ans. Elle venait de finir l'Olympia, elle devait faire 2 mois de tournée, et elle m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux bien jouer la gratte avec moi. J'ai dit mais écoute, jamais je pourrais faire ça, t'es folle ou quoi. Elle m'a dit si tu le feras. J'ai dit mais dans combien de temps on part. Bah dans 4 jours, mais c'est rien. Et je suis parti avec Véro et ça fait bientôt 4 ans que je suis avec Véro, puis ça se passe super bien. On est venu à Toulouse d'ailleurs plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une différence avec la façon de travailler Bill Lerem et la façon de travailler Véronique Sanson? Ah ouais, complètement. C'est deux univers absolument différents, tu vois. Pas dans ce que sont les personnages, parce que c'est bien Bill que Véro sont des gens super simples, super anti-stars et tout, tu vois. Bill Lerem a l'air un petit peu marginalisé quelque part. Qui Bill ouais, il est très marginalisé, ouais, mais je pense que c'est un peu lui qui le veut quand même. Enfin bon, moi je le regrette parce que c'est vraiment un mec immense, fantastique. C'est une montagne de talent, mais bon bah chacun mène sa carrière comme il veut, quoi. Je veux dire, je juge pas du tout là-dessus, mais je trouve qu'on l'entend pas assez. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'au début, après l'éclatement d'Il était une fois, tu n'as pas pensé à faire un disque comme les autres? Mais si, mais c'est ce que je te disais justement. Je te disais que j'étais allé voir Frédéric Lebovitz pour lui faire écouter des chansons. Pourquoi ce disque ne s'est pas fait justement? Est-ce que ta carrière de guitariste avec Bill Lerem n'était pas compatible avec une carrière en solo? Non, mais je veux dire, quand je suis rentré avec Bill, le jour au lendemain, on a bossé encore une fois, comme des dingues. Je suis reparti dans un enfer, et puis à chaque fois, je me disais, bon, bah, dès que j'aurai un mois devant moi, je ferai mon 30, puis je ne l'ai pas eu. Et puis quand je l'ai eu le temps après, j'avais plus envie de faire ce même 30, c'est-à-dire d'enregistrer ces mêmes chansons, j'en avais marre, tu vois. J'avais envie d'en faire de nouvelles et j'ai jamais eu le temps, tu vois. Et là, c'est la première fois cette année que j'y pense et que j'ai commencé à mettre en chantier. Est-ce que toi, personnellement, tu t'es senti différent après l'éclatement d'Il était une fois, au niveau statut dans le show business? Est-ce que les rapports que tu avais avec certaines personnes se sont modifiés? Est-ce que ta vie professionnelle a énormément changé? Non, absolument pas, parce que la seule chose qui a changé, c'était l'arrêt d'Il était une fois, purement et simplement, c'est qu'on ne se voit plus, mais moi, dans ma vie à moi, même encore maintenant, je veux dire, quand je fais des concerts avec Véro, à la fin du show, il y a des gens qui viennent et tout le monde me dit t'es Lionel, il était une fois, tu vois, même quand j'ai pas envie de l'entendre, parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie qu'on me parle de ça. Quoi? Est-ce que tu as toujours envie qu'on te parle de la même chose, tu vois? Je te retourne la question. Non. Les jours, j'ai envie qu'on me parle de ce que j'ai fait avec Bill, ou ça dépend des gens, ça dépend des endroits, ça dépend des jours. Et puis moi, en ce qui concerne les gens du métier, ça n'a pas changé. J'ai pas fait de cadavre, moi, pendant la période d'Il était une fois. J'ai pas fait de vagues, j'ai plutôt fait marrer tout le monde, tu vois.
Et donc je ne paye pas le prix de... C'est pas parce que le groupe est fini que les gens me montent sur la tête, tu comprends? Ça se passe très très bien. Au contraire, ça se passe très très bien. Parce que les gens de ce métier ont un excellent souvenir d'Il était une fois. Justement, ton expérience dans Il était une fois a été un bon curriculum vitae pour la suite de ta carrière de guitariste. Non, je pense pas du tout. Non, en l'espèce pas du tout. Ça ne regarde que mon côté business des choses parce que je commence à produire maintenant, à faire des choses tout seul, et ça veut dire que quand j'ai des bandes à faire écouter, je suis reçu par les patrons des maisons de disques directement parce qu'ils me connaissent. C'est le seul avantage, ou de me faire de parler à un flic de temps en temps, puis de lui dire oh bah ouais, il me reconnaît à moitié, j'essaie d'arranger le coup en lui disant oh ouais, c'est moi qui chantais ça. Des conneries, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ma carrière de guitariste, c'est un truc complètement à part, et les gens qui s'intéressaient à ma façon de jouer de la gratte, ils s'y intéressaient à l'époque d'Il était une fois, mais bon, ils le savaient, je veux dire. C'était pas pour mon travail au sein d'Il était une fois, tu comprends. C'était pour les choses que je faisais à l'extérieur, ou voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que tu comptais faire un album en solo bientôt, pour la première fois. Comment tu vois ce disque? Quel style de musique ce sera? Écoute, pour que je te dise ça, il faudra qu'on prenne un rendez-vous, parce que là j'ai écrit plein de choses et je sais pas, j'ai pas encore fait de choix sur ce que j'allais faire, j'ai encore des choses à finir. Et si ça se trouve dans un mois, je vais encore écrire d'autres choses, tu vois, mais tout ce que je sais, c'est que ça sera sûrement très typé, très coloré, parce que c'est ma façon de voir la musique. Ce sera pas un disque en demi-mesure, si tu vois ce que je veux dire. Quel que soit le style, ce sera à fond la caisse, quoi. Surtout que maintenant, j'arrive à un âge où on a fait un peu le ménage dans la tête au niveau artistique, et on n'a plus trop d'obstacles entre ce qu'on a à dire et de la façon dont on le dit. Donc on y va carrément, quoi. Je vais y aller carrément. Mais ce sera peut-être que dans un an. Auparavant, on va faire un disque là avec ma compagne, donc Marie. Qui avait fait une carrière dans les années 70 d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est une super fille, super. Elle chante magnifiquement bien. Et avec mon collègue et ami Dominique Bertram, qui est le bassiste de Véro, et de Jonas et de plein de gens, on a écrit 2 titres, et on va faire un disque là, que Marie et moi allons produire d'ailleurs, et qui sortira sans doute courant janvier. Tout à l'heure, tu parlais de faire le ménage dans la tête lorsqu'on arrive à la quarantaine. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Est-ce que le fait de faire le ménage et d'avancer dans l'âge n'aigrit pas quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'aigreur? Négrita, non. Alors franchement, je crois pas que j'ai une gueule de mec aigri. Je suis pas du tout aigri. Je suis au contraire vachement angoissé parce qu'il y a 1 million de choses à faire et que je peux en faire qu'une ou deux, tu vois. Et j'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs. Alors quand tu es encore réceptif, tu n'as pas le temps d'être aigri, tu vois. Ça mène, il n'y a pas trop de toile d'araignée dans la tête. J'ai fait un ménage total. En plus, j'ai un tempérament optimiste, donc il y a toujours un truc tous les jours qui me fait marrer, et ça va bien, tu vois. Tant que la vie est faite que de moments comme ça, c'est super. Tu as des moments de cafard, je suppose. Est-ce que dans ce métier, ils ne sont pas plus fréquents qu'ailleurs? Je crois que tout le monde a des moments de cafard. Je crois que nous, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens, quoi. C'est la seule chose qui est différente. Sans que ça devienne grandiloquent, prétentieux. C'est vrai que je pense que tous les artistes sont des artistes parce que c'est pas un hasard, parce que c'est des gens qui sont vachement réceptifs ou récepteurs ou sensibles. Bon, alors quand ils ont des coups de cafard, c'est des choses... Bon, je parle pas des coups de cafard matériels, hein. Parce que ça, c'est le lot commun de tout le monde, un artiste ou n'importe qui. C'est des coups de cafard sur le mal de vivre, des choses comme ça. Ouais. Peut-être qu'ils le ressentent plus parce qu'ils ont plus le temps qu'un la majorité des gens qui partent à 7h30 et qui rentrent à 7h30. Tu vois, je veux dire, le peu d'heures qui restent pour communiquer, on a peut-être moins d'état d'âme fouillé, tu vois. Où c'est peut-être un peu plus étalé dans le temps. Quels sont les artistes français qui sont apparus récemment que tu apprécies? Il y en a plein. Hein. Il y a Bachoum, j'adore Bachoum, j'adore ce qu'il fait. Depuis le début, je suis un fan absolument complet. Je rêve de jouer la gratte avec lui. Je le ferai peut-être un jour. Non, il y a tellement plein de gens, tu vois. Je veux dire, il y a
Il y a Bachung, bon, le truc d'Axel Bauer, j'avais trouvé ça fabuleux, Cargo. J'aime bien le dernier qu'il a sorti, Jessie. Je crois que j'aime moins ça quand même, parce que je pensais que ce mec-là allait me surprendre. Enfin, le challenge était un peu difficile, mais je pensais que ce mec-là allait toujours surprendre énormément. Et bon, c'est peut-être parce que c'est son style, mais ça m'a moins accroché. Enfin, il y a plein de gens, j'adore Andy, Rita Mitsuko, je veux dire, j'aime plein de choses différentes, tu vois. Puis il y a des fois des gens que j'aime pas trop, qui font un titre que je trouve bien, tu vois. J'ai pas d'église, si tu veux. C'est ça qui est bien justement, c'est pouvoir écouter un disque avec une oreille neuve sans avoir de préjugés sur la carrière antérieure de l'artiste. Ouais, c'est vrai, mais enfin, ça me paraît, c'est le fond qui compte, c'est pas la forme, tu vois. Je m'en fous de l'emballage, je veux dire, si c'est bien, c'est bien. Et puis dans cette musique-là, alto procès, tu vois. Je veux dire, faut arrêter de faire des procès aux autres parce qu'ils sont pas dans la même commune. Il y en a qui font du rock, de la variété, c'est des conneries tout ça. Je veux dire. Enfin, je suis pas baba, je suis pas en train d'écarter les doigts. Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, bon, on va pas en vouloir à un mec toute sa vie parce qu'il a fait ce qu'on considère comme étant de la merde. Si le jour il fait quelque chose de bien, bah, il faut savoir le reconnaître, et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Lionel, je te remercie et puis on se donne rendez-vous donc pour la sortie de ton disque et celui de Marie, c'est-à-dire... Je vais donner un scoop exclusif. Je crois que ça s'appelait Bulles de chagrin. Les bulles de chagrin, ouais. Rendez-vous en janvier, ouais. Ok, merci.